Merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord remercier le comité scientifique de m'avoir confié cette conférence qui, comme vous le voyez, est un peu vaste, tuberculose résistante. Donc j'espère que certains de mes collègues ne vont pas m'en vouloir si je ne vais pas parler de certains chapitres. Alors, tout à l'heure, Ali Ben Khadr a bien planté le décor, simplement pour vous rappeler que la tuberculose, il ne faut pas oublier que c'est une maladie contagieuse. Elle est évitable et curable, malheureusement. Heureusement, peut-être curable. Et malheureusement, elle continue à être une menace pour la santé publique. Nous l'avons dit en 2021, les derniers rapports signalent plus de 10 millions, maintenant on est à 10,6 millions de personnes atteintes de tuberculose, donc soit une augmentation de 4,5% par rapport à l'année 2020. Et elle représente actuellement, avant c'était la première cause, maintenant elle représente la deuxième cause de décès par un seul agent infectieux après le Covid-19. Alors comme vous voyez, pour la stratégie de lutte de l'OMS, NTB, qui était très ambitieuse et qui s'est fixée pour objectif de réduire de 95% les décès dus à la tuberculose et de 90% le nombre de nouveaux cas d'ici 2035, malheureusement nous sommes encore loin de cet objectif à atteindre, d'autant plus avec l'apparition de souches de Mycobacterium tuberculosis résistantes aux médicaments, et c'est l'un des principaux problèmes qui va contribuer à la lente diminution des cas de tuberculose. Et plus particulièrement, c'est la tuberculose multirésistante et la tuberculose ultra-résistante, XDR, pour les anglo-saxons, qui représentent le tiers des décès dus à la résistance aux antibiotiques dans le monde. Alors, heureusement qu'il y a actuellement des techniques de diagnostic rapide de la résistance qui ont permis d'améliorer la prise en charge des patients avec un diagnostic rapide, mais il faut savoir que le traitement est lourd, il est complexe et toxique. Donc, ce qui fait retenir d'emblée que c'est une maladie grave due à l'échec et la mortalité. Malheureusement, elle est encore sous-diagnostiquée et sous-traitée, comme nous allons le voir. Le traitement, donc, je l'ai dit, est toxique et coûteux, et donc nécessité d'un diagnostic rapide et précoce, et nécessité, surtout actuellement, de régimes thérapeutiques courts et efficaces. Alors, vous connaissez les principaux facteurs de risque de la tuberculose, que ce soit résistante ou ABK sensible. Je ne vais pas m'attarder, mais simplement pour vous rapporter les résultats de cette étude qui a étudié plus spécifiquement les facteurs de risque de tuberculose multirésistante. Et il s'en sort que, essentiellement, c'est l'importance de la contagiosité du cas index, donc du patient tuberculeux résistant. Plus il est bacillifère, plus il y a un risque de transmettre cette maladie résistante. Deuxièmement, évidemment, c'est ce que nous recherchons systématiquement à l'interrogatoire, c'est les antécédents de tuberculose et voire même les antécédents de traitement. Et finalement, la présence de lésions cavitaires à la radiographie du thorax constitue un facteur de risque de dissémination de la tuberculose résistante, et c'est tout à fait logique. Alors, un petit mot sur le mécanisme du développement de la tuberculose, surtout ultra-résistante, la XDR-TB. Et vous voyez ici que, normalement, si on traite de façon, et hier déjà on l'avait dit, si on traite de façon large nos pneumopathie communautaire par des quinolones répétés, et vous savez qu'un traitement par des quinolones qui dure plus d'un mois est un risque de développement de résistance. Donc cette utilisation large des quinolones, sans parfois vraiment un diagnostic précis, peut aboutir à la formation d'une résistance, d'une tuberculose résistante à l'INH, avec même une résistance aux quinolones. Alors que vous allez voir par la suite que le traitement de la tuberculose résistante à l'INH repose entre autres sur les quinolones. Et de l'autre côté, quand c'est maltraité, quand c'est pas un patient, généralement ils sont mauvais compliants, quand ils sont maltraités, on va aboutir à la multirésistante plus, c'est la pré-XDR. On va voir après les définitions, donc avec une résistance plus importante aux quinolones, et malheureusement, on va aboutir à l'installation d'une tuberculose ultra-résistante. Donc, qu'en est-il de l'épidémiologie de la tuberculose multirésistante? Et vous voyez que l'OMS publie depuis 1997 chaque année un rapport annuel. Donc, je vais vous rapporter les derniers résultats de 2022. À peu près, ça n'a pas tellement changé. On estime à 500 000 cas de tuberculose résistante à la rifampicine qui est diagnostiquée, parmi lesquels il y a 78% qui sont de véritables cas de tuberculose multirésistante, les MDR. En plus, parmi ces tuberculoses multirésistantes, il y a 10% qui sont en plus résistantes aux fluoroquinolones et aux injectables de deuxième intention, et on parlera de tuberculose ultra-résistante au XDR.
qui est souvent considérée dans le temps comme une condamnation à mort parce que nous n'avions pas de traitement antibiotique et sans les nouveaux traitements que je vous ai présentés par la suite, la tuberculose ultra-résistante est en train de devenir une menace sanitaire mondiale extrêmement mortelle et coûteuse. Alors, sur le plan épidémiologie de la tuberculose résistante dans le monde, en 2021, il y a 7 pays qui représentent les 2/3 des cas de tuberculose multirésistante. Vous les connaissez, c'est essentiellement les pays de l'Asie et de la Fédération de Russie. Il y a l'Inde, l'Indonésie, Pakistan, les Philippines, la Chine, la Fédération de Russie et surtout l'Afrique du Sud. Et malheureusement, cette tuberculose résistante reste sous-diagnostiquée et sous-traitée. Vous voyez sur ce premier graphique, donc ce qui est en vert, c'est ce qu'on estime comme cas de tuberculose multirésistante. Nous l'avons dit, c'est à peu près 500 000 cas. Et ce qui est en bleu, ce sont les patients qui sont diagnostiqués et en rouge les patients multirésistants qui sont traités. Donc on est loin du compte. Et vous voyez dans ce histogramme, donc à partir avant, on ne parlait même pas de la tuberculose multirésistante chez l'enfant, mais à partir de 2018, on recense la tuberculose multirésistante de l'enfant et vous voyez qu'il y a un sous-diagnostic et un sous-traitement aussi bien de la tuberculose résistante de l'adulte et plus particulièrement de l'enfant. Et donc là, c'est encore plus net. Donc, quand on voit entre 2018 et 2022, ce qu'avait projeté l'OMS de gagner comme pourcentage de patients tuberculeux à bacilles sensibles ou à bacilles résistants, mais moi je vais m'intéresser aux bacilles résistants, vous voyez qu'on est très loin on va dire des espérances de l'OMS, puisque uniquement 43% des patients adultes traités pour tuberculose multirésistante et uniquement malheureusement 15% des enfants ayant une tuberculose multirésistante sont traités. Donc nous sommes vraiment très loin du compte. Et particulièrement, donc, j'ai un petit mot pour la tuberculose multirésistante chez l'enfant, pour dire qu'elle est souvent sous-diagnostiquée dans pratiquement la majorité des cas, et que parmi ces enfants, il y a 4% d'enfants qui ont une tuberculose multirésistante. Elle est surtout fréquente aussi bien chez les enfants de moins de 5 ans, 135%, que chez les enfants âgés de 5 à 14 ans. Et vous savez que la tuberculose de l'adolescent est un facteur de risque de tuberculose résistante. Et donc, vous voyez ici, elle est pratiquement les 2/3 des tuberculoses multirésistantes surviennent chez des enfants âgés entre 5 et 14 ans. Et là aussi, malheureusement, nous l'avons dit tout à l'heure, le taux global de succès du traitement de la tuberculose résistante, quand on le compare à la tuberculose sensible, donc vous voyez pour la tuberculose sensible, on arrive aux alentours de 85%, alors que pour la tuberculose résistante, on est à peine à 55-60% de taux de succès et de réussite. Alors, est-ce qu'il y a eu un impact du Covid-19 et la tuberculose? Évidemment, oui, puisqu'il a perturbé les services de santé, puisque le traitement de la tuberculose a été retardé en raison d'un accès réduit au transport public et aux établissements de soins de santé. Nous l'avons vécu nous-mêmes en Tunisie, avec malheureusement un diagnostic erroné, étant donné des similitudes de symptômes entre la tuberculose et le Covid-19. Et surtout, il va y avoir une perturbation des stocks médicaux et des services de laboratoire, puisque malheureusement, dans beaucoup de pays, même dans notre pays, les machines GenExpert qui étaient utilisées pour le diagnostic de la tuberculose ont été utilisées pour les tests Covid-19. Et donc, il y a eu même une réaffectation du personnel du programme de lutte contre la tuberculose à la lutte contre le Covid-19. Et tout ceci, évidemment, va aboutir à une nouvelle pénurie des ressources de diagnostic et de traitement de la tuberculose et donc un développement de nouveaux cas de tuberculose et surtout de tuberculose multirésistante. Alors, un petit mot sur la situation épidémiologique dans notre pays. Vous savez qu'on a eu 2 enquêtes nationales, une du Grand Tunis en 2002 et 10 ans après, c'était une enquête nationale en 2012. Et vous voyez que pour la multirésistance primaire, c'est-à-dire les patients naïfs de traitement, elle est aux alentours de 1%, voire même inférieure à 1% en 2012, alors que pour les patients qui sont déjà traités, et on parle donc de multirésistance acquise, la multirésistance est de l'ordre de 11-12%, et qu'à partir de 2008, il y a 2 services de pneumologie référents qui prennent en charge les tuberculeux résistants, c'est le service de pneumologie de l'hôpital Manzil Bourguiba et notre hôpital. Alors, nous avons en moyenne entre 10 et 15 nouveaux cas par an traités, je dis bien, parce que Madame Slim n'est pas d'accord, parce que on fait le diagnostic de tuberculose multirésistante, mais il y a beaucoup de patients qu'on ne récupère pas, malheureusement, mais je parle donc des cas nouveaux qui sont diagnostiqués et traités. Et vous voyez, dans notre service, depuis 2008-2009 exactement, nous avons pris en charge 130 malades, parmi lesquels vous voyez 3 enfants quand même, de bas âge, heureusement, qui ont été diagnostiqués,
plus ou moins à temps, traités et heureusement déclarés guéris. En avril 2017, j'anticipe sur le traitement, mais pour vous dire que nous avons quand même introduit le régime court injectable, 13 patients, c'était déjà recommandé par l'OMS en 2016, donc nous étions avant-gardistes. Et en janvier 2020, là aussi, nous avons introduit le régime entièrement oral chez 3 patients. Nous n'avons pas beaucoup de patients malheureusement, et en plus il y a eu la pénurie avec l'épidémie Covid-19, mais nous avons repris maintenant et j'espère qu'on pourra réutiliser ces médicaments. Le taux de succès du traitement de la corde de 2019, est très intéressant. Il est aux alentours de 84%, peut-être parce qu'on prend en charge les malades résistants dans 2 services référents, peut-être à cause de ça aussi. Les décès, nous avons 14 cas dans notre série. Nous avons 4 cas de tuberculose ultra-résistante, les XDR, 2 décédés et 2 guéris, pour vous dire que quand même cette forme de tuberculose ultra-résistante est assez grave. Tout en sachant donc finalement que la Tunisie reste un pays à bas niveau de multirésistance, mais quand même on doit être vigilant et peut-être qu'on va s'attendre à une éclosion peut-être de nouveaux cas de tuberculose résistante. Donc j'arrive au diagnostic de la tuberculose multirésistante, qui est essentiellement bactériologique, mais simplement pour vous montrer, puisqu'on va parler d'actualité, de cette approche FAST, c'est en anglais, donc je l'ai traduit, trouvé et détecté activement des cas symptomatique, c'est essentiellement par la toux, avec le diagnostic rapide par les tests moléculaires des expectorations, séparer évidemment ces patients pour qu'ils ne disséminent pas l'infection et traiter efficacement sur des tests rapides. Tout ça donc comme pour objectif évidemment de dépister activement la tuberculose, d'identifier la résistance rapidement aux médicaments avec un traitement efficace approprié et donc finalement interrompre la transmission de cette tuberculose résistante. Donc là aussi, je vous rapporte quelques nouveautés, puisqu'il y a un développement de nouvelles méthodes qui ont, puisque vous savez que normalement, le diagnostic de la résistance se fait sur les expectorations, et parfois c'est difficile de recueillir ces expectorations. Donc il y a des nouvelles techniques, telles que les techniques de dépistage actif sur la surveillance de la toux, en utilisant des applications sur des smartphones, donc où le patient, donc quand il tousse, donc il y a des logiciels qui pourraient faire distinguer la toux d'une toux, d'une infection virale ou d'une BPCO. Donc on va un peu rêver quand même. Mais ce qui est maintenant un peu plus développé, ce sont, les écouvillons oraux, surtout les frottis buccaux chez les adultes infectés par le VIH, et avec les prélèvements de langue chez les jeunes enfants. Vu la difficulté d'obtenir les expectorations chez cette population de personnes. Et plus récemment, et ça fait couler beaucoup d'encre, c'est l'examen des selles, surtout chez les enfants. Mais là aussi, il faut s'attendre à avoir un bon laboratoire et un bon personnel entraîné. Donc c'est encore des sujets encore à l'étude. Et vous voyez finalement, il y a aussi la radiologie numérique avec l'intelligence artificielle. Madame Hamtous n'est pas là, mais nous allons introduire dans notre service à l'hôpital d'Ariana, grâce à Madame Hamtous, un logiciel en radiologie et qui va permettre éventuellement de détecter des lésions évocatrices de tuberculose. Je parle des lésions évocatrices de tuberculose à l'état inframicroscopique, donc les formes bacilliaires. Et enfin, il y a les tests respiratoires, donc je vais passer rapidement parce que ce sont vraiment des études qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Et j'arrive au diagnostic final de la résistance. Comment se fait ce diagnostic? Vous savez, nous parlons maintenant surtout de diagnostic rapide, parce que c'est urgent de diagnostiquer les tuberculoses résistantes. Donc tout d'abord, nous avons le diagnostic moléculaire qui va identifier le complexe de Mycobacterium tuberculosis et prédire de la résistance aux médicaments. Il y a aussi les méthodes de culture. Et troisièmement, les technologies des séquençages. Mais malheureusement, il faut savoir que ces tests sont coûteux. Ils nécessitent des équipements complexes, des infrastructures de laboratoire et des besoins en biosécurité, c'est-à-dire le laboratoire P3. En Tunisie, nous avons le laboratoire P3 à l'hôpital d'Ariana et à l'hôpital Charles-Nicolle. Et surtout, la formation des techniciens de laboratoire. C'est très important. Et donc, ces tests moléculaires et les tests d'amplification des acides nucléiques vont considérablement réduire le délai du diagnostic de la tuberculose. Donc, 2 en 1, on va avoir le diagnostic rapide et simultané de la tuberculose résistance et de la résistance à la rifampicine. Vous connaissez peut-être certains tests tels que le XPER MTB, mais maintenant nous avons l'XPER Ultra.
le LPA, MTDR+, et le LPA-SL seconde line. Donc, on peut d'emblée et rapidement faire le diagnostic de résistance des médicaments de seconde ligne et des médicaments de première ligne et de seconde ligne, en particulier les quinolones et les traitements injectables. Là aussi, l'accès et la couverture de ces tests de résistance aux médicaments restent malheureusement insuffisants. Nous ne les trouvons pas dans tous les laboratoires. Alors, un petit mot pour la culture en milieu liquide, le fameux MGIT, pour vous dire que quand on associe la culture d'emblée, quand on suspecte une résistance, aussi bien l'enculture et l'antibiogramme, on peut en 15 jours identifier là aussi le bacille de Koch et diagnostiquer la résistance. Donc là aussi, c'est notre technique de diagnostic rapide. Donc, tous ces tests de diagnostic devraient idéalement être des tests de terrain, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours disponibles ni accessibles au niveau des centres de soins de première ligne. C'est l'époque point of care. C'est en anglais, j'ai pas pu vraiment trouver la traduction en français, mais on le trouve tout le temps dans les articles. Et donc, il est nécessaire de convertir toutes ces technologies de laboratoire qui sont souvent complexes en programmes POC, qui doivent être robustes, précis, et rentable surtout. Et malheureusement, donc avec la pandémie de Covid-19 qui a élargi le cadre de l'autotest pour permettre une meilleure détection diagnostique de l'infection, de telles approches devraient être envisagées et développées, pourquoi pas, pour un diagnostic rapide de la tuberculose multirésistante. Alors, qu'en est-il du traitement de la tuberculose résistante? Tout d'abord, il y a eu une mise à jour de la classification des médicaments pour le traitement et de nouvelles définitions concernant la tuberculose ultra-résistante et la tuberculose pré-résistante, la pré-XR. Alors, tout d'abord, pour la classification des nouveaux médicaments qu'on utilise pour la tuberculose, vous voyez en première ligne le groupe A qui inclut essentiellement des quinolones, la fameuse bédaquiline et une nésolide qui doivent faire partie obligatoirement du traitement de la tuberculose résistante, le groupe C où il y a la clofazimine, la cyclocérine et la périzédone, et finalement le groupe C où donc vous voyez l'éthambutol, le pyrazinamide, l'éthionamide qu'on utilisait nous dans les régimes standards classiques, on va dire. Donc maintenant on se base sur cette classification. D'autre part, on définit la ultra-résistante comme une tuberculose multirésistante ou résistante uniquement à la rifadine, mais avec une résistance à n'importe quel fluoroquinolone. Alors que la tuberculose ultra-résistante, la XDR, et là c'est la nouveauté, elle est définie comme une tuberculose multirésistante, mais avec une résistance à toute fluoroquinolone, lévofloxacine ou moxifloxacine, mais surtout à au moins un autre groupe du médicament A, c'est-à-dire la bédaquiline et la lénisolide, et elle est assez dangereuse maintenant puisque déjà donc la définition change et ce sont de nouveaux médicaments. Alors, qu'en est-il tout d'abord de la tuberculose résistante à l'isoniazide? Donc actuellement, l'OMS recommande depuis 2020 que cette tuberculose soit traitée par 4 drogues. La rifampicine, l'éthambutol, pyrazinamide et l'isoniazide est remplacée par la lévofloxacine, à condition normalement que la sensibilité au fluoroquinolone doit être recherchée. Donc le régime normalement recommandé, donc c'est ce régime-là pendant 6 mois. Sinon, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas testé les quinolones, on peut garder l'isoniazide, mais prolonger le traitement jusqu'à 9 mois. Et maintenant, j'arrive au traitement de la tuberculose multirésistante. Vous voyez qu'on se base toujours sur les manuels de recommandation de l'OMS. Nous avons nous-mêmes édité un guide national, le dernier en 2018, et on était déjà avant-gardiste. On avait fait tout un chapitre sur la prise en charge de la tuberculose multirésistante. Et vous voyez que pour le traitement, auparavant, on utilisait un traitement standard long, donc qui était utilisé depuis 1993 et qui associe 5 drogues, toujours une quinolone, une thionamide, l'éthionamide par exemple, une cyclocérine, pyrazinamide et un agent injectable en dehors de la streptomycine qui est utilisé pendant une durée de 6 mois, pendant toute la phase intensive, avec une durée totale d'au moins 20 mois, avec un taux de succès, malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, de pratiquement plus de 50% pour la tuberculose multirésistante et malheureusement de 30% uniquement pour les formes de tuberculose ultra-résistante. Donc pour cela, comme ces traitements qui sont prolongés, et en plus ce sont des médicaments qui sont coûteux, qui sont inévitablement associés à une intolérance, qu'elle soit digestive, mais surtout une toxicité et une mauvaise observance des patients. Et
une méta-analyse récente en 2021 a rapporté que pratiquement 40% des patients souffraient d'une perte auditive persistante. D'ailleurs, c'est ce que nous avons trouvé dans notre thèse qui a été menée par notre concert Rudé Snen. Nous avons trouvé des effets indésirables chez la majorité des patients et vous voyez que les troubles auditifs, les hypoacousies, voire même une perte de l'audition ont été retrouvés dans pratiquement 40% de nos patients. Et c'est pour cela qu'à partir de 2016, l'OMS a pensé à raccourcir la durée du traitement de la tuberculose résistante, ceci en se basant sur deux régimes que vous connaissez, peut-être le fameux régime de Bangladesh de 9 mois et le deuxième régime de 12 mois qui a été mené au Cameroun. Et vous voyez que pour le régime de Bangladesh, avec ce régime court, on a pu avoir un taux de succès de l'ordre de 88%. Alors, ce traitement court contient deux phases. Une première phase intensive avec 7 drogues, la kanamycine, moxifloxacine, éthionamide ou prothionamide, clofazimine. Nous avons parlé tout à l'heure, normalement la clofazimine c'est un médicament de la lèpre, le pyrazinamide, l'INH à forte dose et l'éthambutol. Donc vous avez 7 drogues qui ne sont pas dénuées de toxicité, d'une durée de 4 à 6 mois, puis suivie d'une phase de continuation avec uniquement 4 drogues, moxifloxacine, clofazimine, pyrazinamide et éthambutol, avec un taux de succès donc global de 78%. Malheureusement, avantage peut-être et inconvénient, c'est vrai qu'il y a moins de patients perdus de vue, mais ils ont démontré qu'il n'y avait pas vraiment une infériorité par rapport au régime long standard en matière d'efficacité et de tolérance, et surtout que l'utilisation continue de ces agents injectables restait problématique en raison de la toxicité auditive qui est très importante. Et donc, malheureusement, malgré l'incorporation de ces schémas abrégés, le succès global du traitement de la tuberculose résistante est resté loin des prévisions de 2035, je l'ai déjà dit auparavant. Donc, c'est pour cela qu'il y a de nouvelles actuellement recommandations actualisées de l'OMS en 2022, et ceci a été fait grâce au développement de la biologie moléculaire et le succès du séquençage du génome de Mycobacterium tuberculosis. Et donc, de grands progrès ont été réalisés dans la découverte de nouvelles cibles et de leurs inhibiteurs pertinents, à savoir surtout la disponibilité de ces nouveaux médicaments, l'abondance des médicaments toxiques, surtout les injectables, et le raccourcissement des schémas thérapeutiques. Alors, j'avancerai avec ce nouveau papier où il a essayé de faire une mise au point sur les nouvelles drogues qui ont été développées pour le traitement de la tuberculose résistante. Vous voyez qu'il y a beaucoup de drogues et il y a en moyenne une quinzaine de médicaments antituberculeux qui sont en cours d'essai clinique, mais c'est surtout les antituberculeux de la phase 3, donc qui ont été utilisés chez les personnes donc atteintes de tuberculose résistante, et vous voyez surtout, donc en premier lieu, la bédaquiline et les autres médicaments. Donc, et là, je vous rapporte une méta-analyse qui a essayé d'étudier l'efficacité de la délanamide, puisque le délanamide, c'est la pierre angulaire maintenant du traitement entièrement oral. Et vous voyez que sur plus de 1600 articles, plus de 2600, vous voyez finalement, après exclusion, les auteurs n'ont retenu que 29 études, dont 25 observationnelles et 25 études expérimentales. Et tout ceci pour démontrer que le taux de réussite avec les régimes contenant de la bédaquiline seule était assez intéressant, de plus de 74% des cas. Et quand on associe la bédaquiline avec le délamanide, c'est pratiquement la même chose, 64% des cas. Mais surtout, évidemment, ces résultats sont beaucoup plus intéressants dans les études expérimentales, puisque le taux de succès avoisine les 87%. Donc, on peut avoir donc des régimes entièrement oraux, mais qui sont longs, donc 18 à 20 mois, donc en utilisant les 3 drogues du groupe A, c'est-à-dire la bédaquiline, lévofloxacine, l'inozolide, et peut-être en association avec la cyclocérine et la clofazimine. Mais là aussi, actuellement, donc nous l'avons dit, donc l'OMS va vers le raccourcissement de ces traitements, particulièrement donc avec cette première étude qui a été menée en Afrique du Sud, la fameuse étude de STREAM, où vous voyez donc tout à l'heure, Siali nous a montré la diapositive, où on utilise 7 drogues de première intention, avec essentiellement la bédaquiline pendant les 6 premiers mois, et puis par la suite relayée par le reste des médicaments pendant 6 à 9 mois, avec la lévofloxacine, la clofazimine, le pyrazinamide et l'éthambutol.
La deuxième aussi étude qui a un peu bouleversé donc le traitement de la tuberculose multirésistante, c'est l'étude NIX avec le régime BEPAL, c'est-à-dire association de bédaquiline, de prothionamide et de linésolide pendant 26 semaines, aussi bien pour les tuberculoses ultra-résistantes que pour les tuberculoses multirésistantes. Et vous voyez qu'il y avait une évolution favorable après, au bout de 6 mois de traitement, donc dans la majorité des cas, mais cependant ces patients avaient développé surtout des neuropathies périphériques dans pratiquement la moitié des cas et la myélotoxicité qui est due surtout au linésolide. Et donc ces études ont permis d'adapter les doses de la bédaquiline et des linézolides et donc ça peut être une excellente option de traitement pour les patients atteints de tuberculose ultra-résistante. Dernier essai clinique, c'est le TB Practical qui de même, donc, ils utilisent toujours des drogues orales, donc bédaquiline, prétomanide, moxifloxacine, linozélide, avec une durée totale de traitement de 24 semaines, c'est-à-dire 6 mois, avec une évolution favorable de l'ordre de 90% versus 50% du groupe standard traité par un traitement long. Et donc, toutes ces études observationnels, donc menés au Bangladesh, en Afrique du Sud, avec tous les essais cliniques, ont montré l'avantage d'un régime entièrement oral, nous l'avons déjà dit, avec un bon succès thérapeutique. Ceci va permettre donc de raccourcir la durée du traitement et surtout de réduire la toxicité. Et donc actuellement, l'OMS recommande de privilégier les schémas thérapeutiques plus courts de 9 mois et surtout les médicaments injectables devraient être remplacés par un régime entièrement oral contenant essentiellement donc la bédaquiline, éventuellement avec le délamanide et le prétomanide. Un petit mot pour ce traitement entièrement oral, pour dire qu'il est recommandé actuellement aussi bien chez les adultes que chez les enfants de plus de 6 ans. Donc les dernières études ont démontré que la bédaquiline est assez... il n'y a pas de risque pour les enfants âgés de plus de 6 ans, mais surtout après exclusion d'une résistance au quinolone. Et ce schéma entièrement oral reste quand même contre-indiqué dans les formes de tuberculose pulmonaire étendue grave, dans les formes de tuberculose aussi extra-pulmonaire sévère et évidemment pendant la grossesse. Peut-être aussi là aussi en l'absence d'essais cliniques chez la femme enceinte. Alors qu'en est-il? Je terminerai par la prévention de la tuberculose multirésistante et la prise en charge des contacts. Vous voyez qu'il y a, même récemment, il y a toujours un challenge et un défi dans le dépistage et le traitement de l'infection latente chez les patients en contact de tuberculose multirésistante. Tout à l'heure, Dr Hamdi nous a parlé déjà des difficultés de diagnostic de l'infection tuberculose latente et du traitement chez les tuberculeux à bacilles sensibles. Que dire pour la tuberculose multirésistante? Et vous voyez qu'ici, je l'ai gardé exprès en anglais, cette diapositive, pour dire que toutes les sociétés savantes, les guidelines et tout, n'ont pas vraiment de recommandations très nettes. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que actuellement la tendance va aller vers le traitement des sujets contacts par des fluoroquinolones, soit seuls, soit associés à une deuxième drogue, essentiellement l'éthambutol ou l'éthionamide. Et finalement, l'OMS actuellement recommande les fluoroquinolones seuls, mais sans preuve vraiment solide. C'est pour cela qu'il faudrait insister sur le fait que les cas d'infection en tuberculose latente seront toujours discutés, en staff, peut-être même en réunion de concertation pluridisciplinaire, pourquoi pas, et d'évaluer les avantages et les risques du traitement préventif, vous savez, la toxicité des quinolones, des effets indésirables potentiels, surtout chez les enfants, nous n'avons pas de recul, et une surveillance rapprochée des contacts, et peut-être que nous aurons des résultats à partir de ces 3 essais cliniques randomisés de la tuberculose avec le traitement et le suivi des patients en contact des personnes ayant une tuberculose résistante. Voilà, je terminerai en disant que les efforts mondiaux de lutte contre la tuberculose n'étaient pas sur la bonne voie avant même l'avènement de la pandémie Covid-19. Avec la pandémie de Covid-19, elle a non seulement exacerbé les inégalités dans l'accès aux soins de santé, mais elle a aussi interféré avec l'allocation des ressources pour les soins et la prévention de la tuberculose. Il faut s'attendre à l'avenir de voir des formes plus graves de tuberculose et donc de mauvais pronostics. Et il existe des opportunités de se gréver justement sur les ressources telles que le multiplexage sur les plateformes de diagnostic. Simplement,
vraiment penser à la tuberculose et surtout à la tuberculose résistante, surtout en présence de facteurs de risque. Et normalement, tout bilan de tuberculose devrait inclure idéalement un test moléculaire pour le dépistage rapide de la résistance à la rifampicine et donc de la tuberculose multirésistante et des tests supplémentaires à la recherche d'une autre résistance si une résistance à la rifampicine est détectée. Et des régimes plus courts, donc sans médicaments injectables, sont fortement recommandés afin d'améliorer la compliance et la toxicité. Et paradoxalement, l'efficacité de ces régimes plus courts est démontrée même pour les souches très résistantes, c'est-à-dire la tuberculose ultra-résistante. Donc beaucoup d'espoir avec ce régime entièrement oral et avec la bédaquiline. Simplement, en conclusion, je vous laisse méditer devant cette plaque que je mets tout le temps pour vous dire que la résistance, malheureusement, est entièrement fabriquée par l'homme. Et notre but, c'est de traiter les tuberculoses à bacilles sensibles et non de prendre en charge les tuberculoses résistantes. Et je vous remercie pour votre attention. Je voudrais juste revenir sur la tuberculose MDR de l'enfant, qui, comme vous l'avez dit, pose tellement de soucis. Puisqu'on a des enfants malheureusement avec des drogues qui sont extrêmement toxiques et chez qui des fois on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont des tuberculose MDR. Parce que autant chez l'adulte on comprend, mais chez l'enfant, chez les cas que vous connaissez, on n'a pas trouvé de comptage MDR. Donc est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on continue à les soigner comme on l'a fait, avec en plus les problèmes de rupture qu'on a eu des fois de médicaments, ou bien est-ce qu'il faudrait qu'on travaille sur des protocoles particuliers avec des doses peut-être plus adaptées et peut-être des schémas plus courts? Tellement de patients qui ont peut-être une tuberculose, parce que sûrement ils ont dû être contaminés par une souche résistante, donc par une personne qui a une tuberculose résistante et qui n'est pas connue malheureusement. Et c'est pour cela que tu le sais très bien, chaque fois pour commencer un traitement de seconde ligne, on est obligé de vraiment rediscuter avec Madame Slim surtout sur cette fameuse souche résistante qu'elle nous sort résistante à la rifampicine, et puis après on insiste, elle nous dit oui, elle est résistante à l'isoniazide et à la rifampicine, à la culture, donc on est obligé de les traiter. Et comme tu le sais, pour les enfants qui ont une tuberculose qui n'est pas très grave, on peut arrêter le traitement au bout d'un an. Mais quand ce sont des formes graves, on prolonge. Et maintenant, donc, l'espoir, c'est avec la bédaquiline. Nous venons de la recevoir de nouveau. J'espère qu'il n'y aura plus d'enfants, mais ça pourra permettre de raccourcir les délais de traitement. Excusez-moi. Je continue à être interpellée par la jeune fille, qui avait 12 ans à l'époque, parce qu'elle a guéri la première fois quand on l'avait traitée comme une tuberculose sensible. Elle avait guéri de son atteinte thoracique, donc des ganglions, de la plaie, du poumon, et elle a développé une forme résistante au niveau abdominal, et jusqu'à présent, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Moi non plus, mais on se pose la question, est-ce que vraiment elle a pris correctement son traitement? Parce que les patients peuvent ne pas prendre leur traitement. C'est un traitement qui est long, c'est pour ça qu'on voudrait appliquer la fameuse technique du DOLT, mais on n'est jamais sûr qu'ils prennent correctement leur traitement.